Définir la domination imposée aux femmes comme une violence symbolique aide à comprendre comment le rapport de domination, qui est un rapport historiquement et culturellement construit, est affirmé comme une différence de nature irréductible, universelle. L'essentiel n'est donc pas d'opposer terme à terme une définition biologique et une définition historique de l'opposition masculin-féminin, mais plutôt d'identifier les discours qui énoncent et représentent comme naturels, donc biologiques, la division sociale, donc historique, des rôles et des fonctions. La lecture naturelle de l'écart entre le masculin et le féminin est d'ailleurs elle-même historiquement datée, liée à l'effacement des représentations médicales de la similitude entre les sexes et à son remplacement par l'indéfini inventaire de leurs différences biologiques. Comme le constate Thomas Laqueur à partir de la fin du XVIIIe siècle, au discours dominant qui voyait dans les corps mâles et femelles des versions hiérarchiquement, verticalement ordonnées d'un seul et même sexe, succède une anatomie et une physiologie de l'incommensurabilité, inscrite dans les pratiques et dans les faits, organisant la réalité et le quotidien. La différence sexuelle est toujours construite par les discours qui la fondent et la légitiment. Mais ceux-ci s'enracinent dans des positions et des intérêts sociaux qui, en l'occurrence, doivent garantir l'assujettissement des unes et la domination des autres. L'histoire des femmes, formulée dans les termes d'une histoire des rapports entre les sexes, illustre bien le défi majeur lancé aujourd'hui aux historiens, lié construction discursive du social et construction sociale des discours. Fiction et falsification. Il est enfin un dernier défi, qui n'est pas le moins redoutable, du constat tout à fait fondé selon lequel toute histoire, quelle qu'elle soit, est toujours un récit organisé à partir de figures et de formules que mobilisent aussi les narrations imaginaires. Certains ont conclu à l'annulation de toute distinction entre fiction et histoire, puisque celle-ci est et n'est qu'une fiction-making operation, selon l'expression de Hayden White. L'histoire n'apporte pas plus ou pas moins une connaissance vraie du réel que ne le fait un roman. Et il est tout à fait illusoire de vouloir classer et hiérarchiser les œuvres des historiens en fonction de critères épistémologiques indiquant leur plus ou moins grande pertinence à rendre compte de la réalité passée qui est leur objet. Il y a eu une réticence à considérer les narrations historiques pour ce qu'elles sont manifestement, des fictions verbales dont les contenus sont tout autant inventés que découverts et dont les formes ont plus en commun avec leurs équivalents littéraires que scientifiques. Les seuls critères qui permettent une différenciation des discours historiques leur viennent de leurs propriétés formelles. Une approche sémiologique de l'étude des textes nous permet de déplacer l'intérêt herméneutique du contenu des textes qui sont l'objet de l'analyse à leurs propriétés formelles. Contre une telle approche ou un tel shift, il faut rappeler que la visée de connaissance est constitutive de l'intentionnalité historique elle-même. Elle fonde les opérations spécifiques de la discipline, construction et traitement des données, production d'hypothèses, critique et vérification des résultats, validation de l'adéquation entre le discours de savoir et son objet. Même s'il écrit dans une forme littéraire, l'historien ne fait pas de la littérature, et ce du fait de sa double dépendance par rapport à l'archive, donc par rapport au passé, dont celle-ci est la trace, comme l'écrit Pierre Vidal-Naquet. L'historien écrit, et cette écriture n'est ni neutre ni transparente. Elle se modèle sur les formes littéraires, voire sur les figures de rhétorique. Que l'historien ait perdu son innocence, qu'il se laisse prendre comme objet, qu'il se prenne lui-même comme objet, qui le regrettera. Reste que si le discours historique ne se rattachait pas par autant d'intermédiaires qu'on le voudra à ce que l'on appellera faute de mieux le réel, nous serions toujours dans le discours, mais ce discours cesserait d'être historique. Dépendance ensuite par rapport aux critères de scientificité
et aux opérations techniques qui sont ceux de son métier, reconnaître leurs variations, l'histoire de Braudel n'est pas celle de Michelet, n'implique pas pour autant de conclure que des contraintes et critères n'existent pas et que les seules exigences qui brident l'écriture d'histoire sont celles qui gouvernent aussi l'écriture de fiction. Engagés à définir le régime de scientificité propre de leur discipline, qui seul peut maintenir leur ambition à énoncer ce qui a été, les historiens ont choisi divers chemins. Certains se sont attachés à l'étude de ce qui a rendu et rend encore possible la production et l'acceptation des faux en histoire. Comme l'ont montré Anthony Grafton et Giulio Barora, les relations sont étroites et réciproques entre les falsifications et la philologie, entre les règles auxquelles doivent se soumettre les faussaires et les progrès de la critique documentaire. De ce fait, le travail des historiens sur le faux, qui croise celui des historiens des sciences, occupés par la mâchoire de Moulin-Quignon ou le crâne de Piltdown, est une manière paradoxale, ironique, de réaffirmer la capacité de l'histoire à établir un savoir vrai. Grâce à ces techniques propres, la discipline est apte à faire reconnaître les faux comme tels, partant à dénoncer les faussaires. C'est en faisant retour sur ces dévoiements et ces perversions que l'histoire démontre que la connaissance qu'elle produit s'inscrit dans l'ordre d'un savoir contrôlable et vérifiable, partant qu'elle est armée pour résister à ce que Carlo Ginzburg a désigné comme la machine de guerre sceptique, qui refuse à l'histoire toute possibilité de dire la réalité qui fut et de séparer le vrai du faux. Toutefois, il n'est pas au plus possible de penser le savoir historique installé dans l'ordre du vrai, dans les catégories du paradigme galiléen, mathématique et déductif. Le chemin est donc forcément étroit pour qui entend refuser en même temps la réduction de l'histoire à une activité littéraire de simple curiosité, libre et aléatoire, et la définition de sa scientificité à partir du seul modèle de la connaissance du monde physique. Dans un texte auquel il faut toujours revenir, Michel de Certeau avait formulé cette tension fondamentale de l'histoire. Elle est une pratique scientifique, productrice de connaissances, mais une pratique dont les modalités dépendent des variations de ses procédures techniques, des contraintes que lui impose le lieu social et l'institution de savoir où elle est exercée, ou encore des règles qui nécessairement commandent son écriture. Ce qui peut également s'énoncer à l'inverse. L'histoire est un discours qui met en œuvre des constructions, des compositions, des figures qui sont celles de toute écriture narrative, donc aussi de la fable, mais qui en même temps produit un corps d'énoncés scientifiques, si on entend par là la possibilité d'établir un ensemble de règles permettant de contrôler des opérations proportionnées à la production d'objets déterminés. Ce que Michel de Certeau nous invite ici à penser est le propre de la compréhension historique. À quelles conditions peut-on tenir pour cohérent, plausible, explicatif les rapports institués entre, d'une part, les indices, les séries ou les énoncés que construit l'opération historiographique, et d'autre part, la réalité référentielle qu'ils entendent représenter adéquatement. La réponse n'est pas aisée, mais il est sûr que l'historien a pour tâche spécifique de donner une connaissance appropriée, contrôlée de cette population de morts, personnages, mentalités, prix, qui sont son objet. Abandonner cette intention de vérité, peut-être démesurée, mais sûrement fondatrice, serait laisser le champ libre à toutes les falsifications, à tous les faussaires qui, parce qu'ils trahissent la connaissance, blessent la mémoire, aux historiens en faisant leur métier d'être vigilants. Figure rhétorique et représentation historique. 1973, Hayden White publie Méta-Historie. En France, le livre passe inaperçu, ignoré, il ne trouve pas la place qui aurait dû être la sienne dans la discussion sur l'histoire qui avait été ouverte 2 ans auparavant par l'ouvrage provoquant de Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, et qui sera marqué par la publication en 1974 de l'essai de Michel de Certeau, L'opération historique. Une rencontre manquée donc, et une méconnaissance très dommageable si l'on se souvient des propositions avancées par Paul Veyne,
Il récusait terme à terme les certitudes qui fondaient la scientificité de l'histoire quantitative et sérielle, tenue alors pour une véritable révolution de la conscience historiographique. Pour Veyne, l'histoire ne peut se dépendre des formes littéraires traditionnelles. Les explications qu'elle produit ne sont que la manière qu'a le récit de s'organiser en une intrigue compréhensible, et finalement, elle ne peut servir qu'à des fins de simple curiosité. La réplique la plus vive vint de Michel de Certeau, d'abord dans un compte rendu des Annales, puis dans un essai qui semblait endossé par la communauté annaliste, puisque Jacques Le Goff et Pierre Nora le publièrent en ouverture de Faire de l'histoire. Le texte fut repris l'année suivante, dans sa version complète, dans le recueil des articles de Michel de Certeau intitulé L'écriture de l'histoire. Comme Veyne, de Certeau souligne que toute écriture historique, quelle que soit sa forme, est un récit qui construit son discours selon des processus de narrativisation qui réorganisent et réordonnent les opérations de la recherche. Mais en écart, à Veyne, il suggère un double déplacement. Ce qui détermine les choix des historiens dans le découpage des objets, la préférence donnée à une forme de travail, l'élection d'un mode d'écriture, et leur place dans l'institution du savoir, bien plus que le plaisir de leur subjectivité. Ce qui donne cohérence à leur discours n'est pas, ou pas seulement, le respect des règles propres au genre littéraire qu'ils empruntent, mais les pratiques spécifiques déterminées par les techniques de leur discipline. Pourquoi rappeler ici cette discussion? Peut-être pour montrer ce qu'aurait pu lui apporter la connaissance de l'œuvre de Hayden White, qui d'une autre manière en approfondissait les termes. En effet, le propos de métahistorie n'est pas, ou pas uniquement, la description des formalités discursives de l'histoire, même si celle-ci, comme chez Veyne et de Certeau, est définie comme verbal history, une structure verbale dans la forme d'un discours narratif en prose. L'ambition est de plus grande ampleur puisqu'il s'agit de comprendre la structure profonde de l'imagination historique, qui commande les possibles combinaisons entre les différents modes de mise en intrigue ou emplottement romanesque, tragique, comique, satirique, les différents paradigmes de l'explication historique, formiste, mécaniste, organiciste, contextualiste, et les différentes positions idéologiques, anarchistes, radicales, conservatrices, libérales, les divers types d'associations entre ces 12 éléments, soit en théorie 64 possibilités logiques, mais moins dans la réalité car certaines liaisons sont impossibles, définissent des styles historiographiques cohérents, assemblant une perception esthétique, une opération cognitive et un engagement idéologique. L'objet fondamental de la poétique de l'histoire est donc d'identifier les structures profondes qui sont les matrices de ces associations. Déterminisme linguistique et liberté du sujet. Pour Hayden White, elles doivent être localisées dans les préfigurations linguistiques et poétiques du champ historique lui-même, c'est-à-dire dans la manière dont l'historien à la fois crée son objet d'analyse et prédétermine la modalité des stratégies conceptuelles qu'il utilisera pour en rendre compte. Les 4 modalités principales de cette préfiguration sont désignées et décrites par les 4 tropes classiques du langage poétique, la métaphore, la métonymie, la synecdoque et avec un statut particulier, métatropologique, l'ironie. De là l'affirmation. En résumé, je pense que le mode tropologique dominant et le protocole linguistique qui lui est lié forment l'irréductible base métahistorique de chaque œuvre historique. En cherchant à identifier cette métahistorical basis, le projet de métahistorie débordait de beaucoup les caractérisations que les historiens français proposaient à la même époque de l'écriture historique, c'est-à-dire dans la construction de Hayden White, de ce que relève surtout de la mise en intrigue. Mais d'emblée, son propos recelait une ambiguïté. Comment en effet comprendre ces deep structural forms of the historical imagination? L'emploi même du terme de deep structure conduit naturellement à penser les préfigurations du discours historique selon un strict modèle linguistique et structuraliste,
donc à considérer qu'elle règle automatiquement et impersonnellement les préférences historiographiques. Hayden White incitait à une telle interprétation de sa pensée en maniant les oppositions chères à la linguistique structurale entre la surface et la profondeur, entre le manifeste et l'implicite, entre le langage et la pensée. C'est avec de telles catégories qu'il définit sa démarche. J'ai essayé d'abord d'identifier les dimensions manifestes, épistémologiques, esthétiques et morales du travail historique, puis de pénétrer dans le niveau plus profond où ces opérations théoriques trouvent leur validation implicite et pré-critique, et c'est avec elles qu'il désigne la force contraignante du langage, énonçant ainsi dans tous les champs de savoir pas encore réduits ou élevés au statut d'une science véritable, la pensée reste captive du mode linguistique par lequel elle cherche à saisir les configurations des objets présents dans son champ de perception. Précritique, précognitive, les matrices tropologiques des discours historiques peuvent être ainsi interprétées comme des structures imposées, méconnues, commandant les choix des historiens hors de leur volonté et de leur conscience. C'est bien ainsi qu'a le plus souvent été comprise l'œuvre de Hayden White, tenue par beaucoup comme la plus importante de celles qui ont soumis l'histoire à un linguistic turn. Le constat est d'ailleurs partagé par les adversaires et les partisans d'un tel tournant. Parmi les premiers, Gabriel Spiegel remarque « Personne n'a énoncé plus vigoureusement les implications de la linguistique post-saussurienne pour la pratique de l'histoire que Hayden White. » Chez les seconds, David Harlan crédite Hayden White pour sa sensibilité aiguë à la manière dont le langage à la fois construit et dissout le sujet. Mais retournons à la préface de Métahistorie. Le vocabulaire employé n'est pas seulement celui du structuralisme, qu'il soit linguistique ou non. Deep structure, understructure, deeper level, il met en jeu un répertoire qui vient d'une toute autre tradition. Historical consensusness est utilisé 4 fois, choice ou to choose 3 fois. Les historiens semblent donc décider librement, consciemment ou selon une formule moins affirmative, more or less self-consciously, de leur préférence pour l'un ou l'autre des styles historiographiques, reconnus par Hayden White. Les préfigurations tropologiques sont ainsi constituées en un ensemble de formes possibles entre lesquelles l'historien peut choisir en fonction de ses inclinations morales ou idéologiques. Hayden White illustre par sa propre décision cette réalité du choix libre. Il ne passera peut-être pas inaperçu que ce livre est lui-même coulé dans un mode ironique, mais l'ironie qu'il informe est tout à fait consciente. Elle représente donc un retournement de la conscience ironique contre l'ironie elle-même.